Bonjour, mon nom est Geneviève Perrault. À titre de titulaire de la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison et au nom de toute l'équipe de la Chaire, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à notre dernier événement d'une série de 6 webinaires portant sur les recherches et pratiques innovantes en éducation en prison. D'entrée de jeu, nous souhaitons prendre quelques minutes pour remercier nos partenaires, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie et l'Institut de coopération pour l'éducation aux adultes, l'ICA. Nous remercions également le ministère de l'Enseignement supérieur, le Fonds de recherche du Québec ainsi que le Conseil des arts du Canada pour leur soutien financier ayant permis la réalisation de ces webinaires. Avant de vous présenter nos panélistes, voici un bref rappel des consignes. L'événement original est en français. Vous pouvez écouter la version anglaise ou espagnole en sélectionnant la langue de votre choix en bas ou l'icône avec une petite planète. Vous pourrez poser vos questions en utilisant la fonction questions et réponses ou Q&R de la plateforme Zoom, et ce, tout au long des présentations. Nos invités répondront aux questions à la fin de toutes les communications. L'enregistrement de l'événement sera déposé sur le site de la Chaire dans une dizaine de jours. Nous pourrons d'ailleurs vous partager, si vous le souhaitez, le lien où sera déposé l'enregistrement. La rencontre d'aujourd'hui que j'aurai le plaisir d'animer traitera des impacts de l'éducation en prison et propose des témoignages d'expérience de l'éducation en prison. Nous aurons d'abord le privilège d'entendre M. Hugo Rangel, professeur associé en sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, qui fera une présentation générale des écrits sur l'impact de l'éducation en prison. M. Rangel devait être accompagné de M. Paul Bélanger, qui n'a pu joindre à nous ce matin. Nous saluons M. Bélanger et le remercions pour sa généreuse contribution portant sur l'éducation des adultes et l'éducation en prison. Nous aurons d'ailleurs le loisir de présenter les contributions de M. Bélanger dans un prochain numéro du bulletin de la Chaire. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre M. Guy Lacroix, professeur en sciences économiques de l'Université Laval, qui présentera une recherche sur les impacts de l'éducation en prison sur le taux de récidive. Ensuite, M. Daniel Benson, conférencier, intervenant communautaire et ex-détenu, témoignera de son expérience de l'éducation qu'il a reçue en milieu carcéral. Enfin, M. Léandre Bricoux, doctorant en sociologie de l'Université Bourgogne-Franche-Comté, témoignera également de son expérience en milieu carcéral avec un regard plus sociologique. Nous tenons à remercier nos présentateurs et vous, participants, d'être présents si grand nombre depuis le début de ces événements et aujourd'hui. Sans plus tarder, je laisserai la parole à M. Rangel pour commencer ce webinaire. Bon webinaire. Bonjour. Et je prends l'occasion aussi pour remercier Mme Perrault pour l'invitation ainsi que saluer Paul Bélanger, souhaiter qu'il soit bien en santé. Alors, je vais vous parler de l'impact de l'éducation en prison. C'est une réflexion générale depuis la recherche et les politiques. Justement, en parlant, en adoptant une perspective des politiques éducatives, on peut concevoir les activités de l'éducation en prison comme un ensemble d'activités, comme les souligne le rapport Graal, qui dit les politiques en faveur de l'éducation des adultes doivent être intégrées dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, sur la base des approches sectorielles et intersectorielles, et donc évidemment avec une coordination de ces éléments-là. Et en pensant justement la politique publique, on répond à Wayne Parsons qui nous rappelle qu'il y a besoin, on a besoin que la politique, la problématique soit visible sur l'agenda public. Pourquoi? Parce que dans une démocratie délibérative, l'opinion publique et les décideurs, les législateurs doivent en connaître pour résoudre les problèmes, dans ces cas-là, de l'éducation en prison. Ça, on reprend évidemment des théoriciens comme Sartori, Bobbio et Dahl sur ces sujets-là. Alors,
présenter la prison sur l'agenda public, ce n'est pas une chose facile, puisque si on analyse la presse, tout au moins la presse en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, on se rend compte qu'il y a une mauvaise presse de la prison en général. Pourquoi? Parce que on connaît des problèmes assez graves comme la surpopulation, la violence, enfin, bien des problèmes structurels, systémiques de la prison. Par contre, les informations, les notes sur l'éducation en prison sont largement positives. Et, donc, on peut remarquer que l'éducation en prison change l'image de la prison pour le bien. Et il faut donc souligner cette question-là parce que il faut que les autorités des prisons partagent l'information sur les programmes d'éducation en prison et d'insertion en général, parce qu'il y a une réticence à cet égard-là à cause de l'image de la prison et de l'information délicate parfois. Donc, il nous faut plus de transparence dans les prisons. Et là, effectivement, on peut regarder que même partout, soit des petits journaux en Amérique latine ou la chaîne CNN, on informe d'une façon positive sur les activités, les reçus de la création des grades de l'éducation en prison. Parfois même, ces médias-là, ils présentent même des études comme celui-là, comme quoi il y a les dépenses en incarcération sont plus larges, plus importants que des investissements sur l'éducation en général et l'éducation en prison en particulier. Donc, même si ces chaînes-là appuient des approches conservatives, des approches punitives, ils informent sur ces études-là. Par contre, on voit que, par exemple, le rapport coût-bénéfice des programmes d'éducation en prison fait au Canada n'a pas eu l'attention, la visibilité qu'il méritait. Et on remarque une tendance internationale justement à développer des données prouvant que la récidive est réduite via les programmes d'éducation en prison. Évidemment, c'est compréhensible parce que les autorités, l'opinion publique considèrent l'échec des dysfonctionnements des prisons à l'égard de la réinsertion et la récidive en est la preuve. Donc, il circule des données à cet égard. Aux États-Unis, on parle des 40% de moins de récidives pour ceux qui ont reçu des programmes éducatifs. En Uruguay, on note que même ça réduit jusqu'au 15%, ou tout au moins ceux qui étudient à l'université, tandis qu'en général, les taux de récidive atteint 60%. Bien sûr, l'éducation est un droit pour toutes les personnes, y compris pour le détenu. Il ne reste pas moins que si on prouve que l'éducation dans les prisons diminue le récidive, ça aide à pousser les politiques éducatives et les politiques en prison dans cette direction-là. Alors, un autre impact de l'éducation en prison, c'est sa contribution à rendre le prison le plus paisible. Et bon, j'ai déjà étudié le fait que, par exemple, à Mexico, il y a une diminution de la violence, des incidents provoquant la violence
par rapport à le reste du pays. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y a plus de programmes éducatifs. Bien sûr, ce n'est pas automatique, cette corrélation-là. Il y a des pays là, en Amérique latine, là où il y a de la violence, comme c'est le cas du Brésil, où on compte, il y a un homicide ou plus d'un homicide par jour dans les prisons brésiliens. Donc, ça prend évidemment des conditions du personnel, des surveillances en accord avec la population, ce qui n'est pas le cas dans les pays en voie de développement. Ça prend des stratégies pour rendre plus paisible. Il y a un exemple, à Barcelone, il y a des programmes Eureka, programmes des jeux, et aussi avec des activités sportives, organiser des activités sportives à cet égard. Mais on remarque que parfois, il y a des prisons qui organisent des événements sportifs sporadiques. Et pourtant, on a besoin d'une éducation sportive, des exercices avec régularité pour autant rendre plus possible l'ambiance en prison, mais aussi pour améliorer l'état de santé des détenus. Et voilà que l'éducation à la santé aussi a un impact positif sur les prisons parce que l'état de santé des détenus parfois s'est détérioré. Et lors de la pandémie, ça prouvait qu'il est toujours présent dans les prisons des problèmes de santé. Aux États-Unis, on parle qu'il y a 84% des décès, et c'est suite à des maladies. Il y a 3%, plus de 3% des sida. Il y a le taux de suicide qui est quand même important. Et par contre, l'homicide est relativement bas. Dans certains pays, en Amérique latine, comme l'Argentine, presque le quart des morts en prison, c'est à cause des suicides. Tandis que le taux d'homicide, ça reste haut. Donc, il nous faut une prévention tout en sachant que, par exemple, en Amérique du Sud, on a remarqué que les personnes qui suicident ont un certain taux de scolarité, pas d'activité. Donc, ça prend une prévention via l'éducation à la santé, mais aussi une coopération avec des intervenants, avec les services de santé, que malheureusement, dans la majorité des pays, ne sont pas suffisants. En ce qui concerne la formation professionnelle, on remarque une tendance internationale à promouvoir la formation des main-d'œuvre pour le marché du travail. Donc, en théorie, justement la théorie du capital humain, les anciens détenus travaillent et ne récidivent plus. Bon, ça c'est bien et ça passe assez souvent, mais parfois, ça n'arrive pas comme ça. Il y a des contradictions du marché, des contractions du marché, des limitations de cette théorie-là. Il n'y a pas toujours cette correspondance mécanique. Et c'est pourquoi il y a le collègue Warner qui souligne qu'il y a un déclin de l'éducation en prison à cause du développement de la formation professionnelle, et ça en Angleterre. Mais on peut dire que des cours humanistes peuvent cohabiter avec une formation professionnelle. Bien sûr, on considère que l'éducation essentiellement n'est pas quelque chose d'utilitariste. Et justement, en parlant sur l'éducation artistique, elle peut contribuer aussi au développement
de l'individu, comme dit Eisner, au développement de l'esprit, à donner différentes significations aux choses, aux événements des détenus, et apporte aussi une expérience artistique aux détenus, ce qui c'est important puisque la majorité des détenus ont une scolarité très basse. Alors, c'est important, les activités artistiques et l'éducation artistique impliquent. Il faut souligner qu'en Amérique latine, il y a une riche tradition d'artisanat et que cette tradition reste très vivante dans les prisons. Et cela signifie qu'aussi, au-delà de l'expérience personnelle, de la vente de l'artisanat, ça représente des revenus, autant pour les personnes, et ça, une source de revenus pour les anciens détenus qui acquièrent cette dextérité, ce travail avec l'artisanat. Et parfois même, il y a des projets de vie, de développement professionnel par certains détenus. On constate qu'il y a des expériences de théâtre à la ville de Mexico. Là, il y a eu des détenus qui ont continué avec des projets de théâtre professionnels même. Donc, en ensemble, la recherche est très nécessaire dans le domaine de l'éducation pénitentiaire. Donc, la chaire UNESCO, il y a une pertinence très claire. Pourquoi? Parce qu'il est très important de systématiser cette information pour concevoir, pour évaluer et débattre les politiques publiques dans les prisons. Donc, dans ce sens-là, on doit connaître, ça nous aide, cette recherche-là, à connaître de plus près les motivations pour étudier ou s'abstenir de les faire des détenus et connaître et mettre en valeur l'impact des pratiques éducatives sous différents secteurs, comme je viens de mentionner. Alors, si vous me permettez juste conclure et souligner que dans son projet des sociétés à long terme, on peut penser à la démocratie que, d'après Michael Apple, c'est quand même le renouvellement des institutions. Et voilà, c'est le cas des institutions pénitentiaires et les prisons. Et aussi, si on conçoit essentiellement la démocratie comme une forme de vie, alors l'éducation apporte bien d'éléments d'expérience à partir des pratiques éducatives. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rangel, pour cette première présentation qui suscite déjà des questions. On pourra évidemment les adresser après l'ensemble des présentateurs. Nous laisserions maintenant la parole à M. Lacroix, M. Guy Lacroix, qui va nous parler de l'impact de l'éducation sur les taux de récidive. Donc, qui pourra ajouter en fait à ce premier pas. Je vous laisse la parole, M. Lacroix. Eh bien, merci beaucoup. Alors, écoutez, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, est-ce que tout fonctionne? Oui, si ça ne fonctionne pas, vous me le dites. Là, je viens de partager mon écran. Le partage ne fonctionne pas. Ah, attendez, je vais... Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, ça va mieux comme ça. Très bien, merci. Écoutez, ce que je vais vous présenter, c'est une étude que j'ai faite avec deux de mes collègues, William Arbour de l'Université de Toronto et Steve Marchand de l'Université de Melbourne. Et ça fait suite, c'est une suite logique à ce que M. Tarijo vient de présenter. Donc, moi, je m'intéressais à l'effet des programmes de formation et d'éducation en prison au Québec sur la récidive criminelle chez nous. Alors, les objectifs, on va se poser comme question, c'est de savoir si les programmes, effectivement, ont un effet causal, et non pas une corrélation, mais un effet causal sur la diminution de la récidive parmi les hommes au Québec emprisonnés. Vous allez voir un détail tout à l'heure sur la population qui m'intéresse plus particulièrement. Et la raison pour laquelle on s'est posé cette question-là, c'est que la littérature est assez floue
concernant l'effet causal. M. Thériault parlait d'une corrélation, effectivement, mais des études qui ont permis d'établir un lien causal entre la formation ou l'éducation en prison et l'insertion en emploi ou la baisse de la récidive, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, ce qu'on retrouve, surtout dans mon domaine à moi, qui suis économiste, c'est qu'on voit une association, une corrélation entre la durée des sentences et la récidive. C'est-à-dire que plus les sentences sont longues, moins la récidive est probable. Et une façon d'expliquer cette association-là, c'est de dire que probablement que les détenus qui ont des sentences longues prennent part à des programmes de formation ou à des programmes éducatifs en prison. Mais c'est une espèce de boîte noire dans la littérature, du moins en sciences économiques. Mais il n'en reste pas moins que nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ouvrir cette boîte noire-là et aller voir si effectivement on peut établir un lien causal entre la formation, l'éducation et la récidive. Tout récemment, en fait, il y a un mois, une étude a été publiée dans une très bonne revue en économie, dans laquelle on s'intéressait à l'effet des programmes éducatifs en prison à partir de la population totale de détenus au Missouri. Et donc, à partir de données administratives comme les nôtres, par ailleurs, et on a trouvé effectivement que les programmes d'éducation en prison avaient des effets très nets à la fois sur l'emploi, les revenus et la baisse de la récidive criminelle. Alors, ça répond un petit peu à ce que M. Thériault disait tout à l'heure. Il y a des effets, semble-t-il, statistiquement très significatifs sur l'emploi, les revenus et la récidive. Et donc, on peut se poser comme question, quels sont les facteurs qui améliorent l'efficacité des programmes? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a un rôle? Est-ce que tous les programmes conviennent à tous ou est-ce qu'il y a lieu de faire un ciblage des programmes à l'égard des besoins manifestés par les détenus? Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est exactement ça. Donc, on va se baser sur les données administratives des 3 plus grosses provinces du Québec. On a la totalité des sentences qui ont été purgées entre 2007 et 2018. On va focaliser essentiellement sur les hommes parce qu'ils constituent quand même 90% de la population carcérale. Et les prisons, ce sont des prisons provinciales du Québec. Donc, ce sont des détenus qui purgent des sentences de moins de 2 ans. Ça, c'est une autre particularité. Alors, ce qui est intéressant dans nos données, c'est qu'à partir des 3 prisons, c'est-à-dire Montréal, Bordeaux, Québec et Saint-Jérôme, à partir de ces 3 prisons-là, on a au-dessus de 15 000 détenus qu'on observe d'un point de vue administratif. Et on connaît également les programmes auxquels ils ont participé durant leur séjour en prison. Alors, dans nos données, on a essentiellement 3 898 participants à des programmes, 11 307 individus qui n'ont pas participé. Et en plus, on a le résultat des évaluations qu'on appelle le LSCMI, dont je vais parler dans 2 minutes. Donc, une évaluation qui permet d'établir le risque de récidive, mais également de déterminer les besoins criminogènes des détenus, c'est-à-dire quels sont leurs problèmes et quels programmes correspondent le mieux à leurs besoins. Alors, les détenus au Québec sont évalués en vertu du LSCMI si leur peine est de 6 mois et plus. Ceux qui purgent une peine de 6 mois et moins ne sont pas généralement évalués avec l'aide de l'outil LSCMI. Le LSCMI, qui est un outil qui est très utilisé un petit peu partout en Occident. Alors, on a donc 2583 participants à des mesures d'insertion qui ont été évalués par le LSCMI et 6184 non-participants qui ont également été évalués par le LSCMI. Alors, de façon très concrète, ce qu'on trouve, c'est que la participation aux mesures a un effet net sur la baisse de la récidive. Alors, on ne sait pas si cette baisse de récidive-là est due à l'emploi. On ne peut pas le déterminer. Les programmes ne sont pas tous nécessairement orientés vers l'emploi. Pour reprendre ce que M. Thériault disait tout à l'heure, il y a des programmes de culture, il y a des programmes d'artisanat dans les prisons québécoises, il y a toutes sortes de programmes. Donc, ce qu'on observe, nous, c'est qu'effectivement, la participation à ces programmes-là diminue la récidive criminelle de plus de 9,5 points de pourcentage, ce qui correspond, par le plus pur des hasards, à ce que Darolia et co-auteurs ont trouvé au Missouri. Donc, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Par contre, ce qui est intéressant de notre point de vue, c'est que les individus qui ne sont pas évalués en vertu du LSCMI ne manifestent aucun effet. Leur participation ne génère aucun effet à la baisse sur la récidive.
Et ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, il est important de bien focaliser les programmes en fonction des besoins. Ce ne sont pas tous des besoins, encore une fois, éducatifs, ce ne sont pas tous des besoins reliés à l'emploi, mais ce qui est important, c'est que les besoins qui ont amené éventuellement ces prisonniers-là, ces individus-là en prison, ben, il faut que les programmes soient adaptés à leurs besoins, à leurs lacunes. Alors, comme je disais, le LSCMI, c'est le Level of Service Case Management Inventory. C'est un outil qui est utilisé partout, au Canada et aux États-Unis. L'évaluation est faite par un agent de probation ou par quelqu'un de qualifié. Et encore une fois, seulement les prisonniers dont la sentence il y a plus de 6 mois sont évalués. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que il y a 43 items dans le LSCMI. Donc, il y a 8 grands groupes. Il y a 8 grands groupes de questions. Et la somme de ces questions-là va de 0 à 43. Alors, quelqu'un qui a un score de 0 au LSCMI, c'est quelqu'un qui a un très faible risque de récidive et c'est également quelqu'un qui a des besoins criminogènes très faibles. Un score de 43, c'est quelqu'un qui a des risques très élevés de récidive et des besoins criminogènes élevés. D'ailleurs, lorsque les agents de probation, ou les commissaires, de la Commission de libération du Québec siègent, le score LSCMI, ou maintenant il s'appelle le Airbag 2, mais peu importe, le score LSCMI est un outil qui est pris en considération pour accorder ou pas une libération conditionnelle. Alors, c'est un outil, encore une fois, qui est utilisé pour gérer le risque, mais également pour déterminer les besoins des détenus. Alors, il y a 8 composantes. Je vais simplement vous montrer la relation entre le score des différentes composantes et le taux de récidive. Alors, les 8 composantes, il y a 8 graphiques, je les passe rapidement. Le premier, donc, c'est l'historique criminel du détenu. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le score varie de 0 à 8. Les criminels, donc les détenus qui ont un score très faible, ont un taux de récidive d'environ 20% au cours des 3 prochaines années qui suivent leur libération, la fin de la peine. Les individus qui ont un score de 8, le plus élevé, ont un taux de récidive en moyenne de 80% en dans 3 ans. Et on voit la même chose avec les individus qui ont des lacunes ou des problèmes éducatifs. Si ces problèmes-là sont faibles, ils récidivent peu. S'ils ont de très grosses lacunes en littératie, bref, tout ce qui est relié à l'emploi ou à l'éducation, ils ont des taux de récidive très élevés. Alors, sans passer à travers tous les graphiques, simplement pour vous montrer que lorsque le score augmente, c'est que le besoin augmente ou le risque augmente. Alors, les individus qui ont des problèmes familiaux ou matrimoniaux sont plus susceptibles de récidiver. Et on parle de 20% à 80%. C'est donc 4 fois plus susceptible de récidiver si on a des problèmes, si on a un passé criminel élevé. Également, on évalue ce qu'on appelle les attitudes pro-criminelles. Et ça, c'est important parce que je vais y revenir à la fin. Ça conditionne beaucoup l'effet des programmes sur la récidive, cette caractéristique-là. Alors, le score va de 0 à 4. Les individus qui ont un score faible récidivent à 40% et ceux qui ont un score élevé récidivent à 80%. Okay? Alors, on le voit aussi pour les problèmes, les gens qui ont des problèmes sociaux, de relations avec les autres, les gens qui ont des problèmes ou ont peu de loisirs ou peu d'attitudes sociales. Des individus qui ont des problèmes de drogue et d'alcool vont récidiver davantage. Et encore une fois, ce qu'on appelle les patterns antisociaux, ce sont des gens également qui vont avoir tendance à récidiver beaucoup plus. Alors, de façon globale, voici ce que ça donne. Alors, vous avez ici, à partir de mes 15 000 individus de mes trois centres de détention québécois, vous avez la relation, la ligne diagonale, c'est le score des moyens des individus et vous avez leur taux de récidive. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'en moyenne, les gens qui ont des scores très faibles récidivent à peu près pas. Et à mesure que le score augmente, le taux de récidive augmente de façon systématique. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est un outil de gestion du risque, parce que cet outil-là établit une corrélation, pas une causalité, mais une corrélation entre le risque et effectivement la récidive. Ce que vous avez ici, la ligne continue, c'est la distribution du score à travers la population incarcérée au Québec dans ces 3 prisons-là. Alors, vous voyez qu'il y a une modalité autour de 28, ce qui veut dire que le score le plus fréquent, c'est 28, ce qui, aux yeux du ministère de la Sécurité publique, est un risque élevé de récidive. Et donc, il y a une espèce de bimodalité, là, il y a une bimodalité autour de 20,
mais il y a surtout une bimodalité autour de 28. Le score le plus fréquent, c'est 28. Donc, ce sont les gens qui sont le plus à risque. Alors, le ministère considère que au-dessus de 20, on est à risque élevé de récidive. Au-dessus de 32, on est à risque très élevé de récidive. Et on le voit très bien ici, là, à travers la droite diagonale. OK? Alors, nous, ce qu'on veut faire dans tout ça, c'est mesurer l'effet des programmes sur la récidive criminelle. Mais il y a un problème fondamental. Et ce problème-là est généralement mis de côté dans la littérature de façon générale. C'est un problème de sélection. Parce que, encore une fois, le problème de sélection vient du fait que la participation à des programmes éducatifs ou autres en établissement, elle est généralement volontaire. Et le fait que quelqu'un décide ou non de participer à une mesure peut faire en sorte que les participants sont différents des non-participants. Et si on trouve que la participation a un effet positif, c'est peut-être pas le programme lui-même qui a l'effet, c'est la personne qui est différente des non-participants. Alors, c'est un problème fondamental en évaluation des politiques publiques. Comment peut-on traiter ça? Alors, il y a différentes façons. Alors, avant d'y venir, je vais simplement vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, nous. C'est qu'en fait, les détenus qui sont évalués vont se voir recommander un programme ou un autre. Libre à eux de l'accepter ou pas. Évidemment, les gens qui ne sont pas évalués vont choisir volontairement, oui ou non, un programme quelconque. Et on va voir que le programme que les personnes non évaluées vont choisir peuvent ne pas correspondre à leurs besoins. Okay? Alors, c'est la conclusion générale de notre étude, c'est à peu près ça. Alors, il y a au-dessus de 150 programmes offerts dans les prisons au Québec. À l'aide du ministère, on les a regroupés en 6 catégories. Donc, ce qu'on a appelé le développement personnel, contrôle de la violence, contrôle des dépendances, les programmes éducatifs traditionnels, les programmes liés à l'apprentissage d'un métier ou des connaissances techniques et tout le reste. Alors, pour revenir à la première présentation, donc, des programmes liés à l'art, la spiritualité, les loisirs. Okay? Alors, on va les regrouper en 6 pour être capable de les traiter statistiquement et on va essayer de voir quel est l'effet de ces différents programmes-là sur la récidive criminelle. Alors, la première chose que je veux vous montrer, c'est le taux de récidive à l'intérieur d'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans suivant la fin de la peine. Et ce que je vous montre ici, c'est le taux de récidive des détenus qui n'ont pas été évalués par le LSCMI. Donc, ce sont des gens qui, typiquement, n'ont pas été évalués, donc qui ont eu des peines de moins de 6 mois. Et ce qu'on remarque, c'est que la différence, les participants sont en bleu foncé, les non-participants en bleu pâle. Et si on compare les taux de récidive des participants et des non-participants, il n'y a aucune différence statistique. Alors, le fait de participer à un programme quelconque, lorsqu'on purge une peine de moins de 6 mois ou qu'on n'est pas évalué par le LSCMI, ça n'a aucune espèce de différence sur la récidive éventuellement. Donc, on voit qu'à l'intérieur de 5 ans après la fin de la peine, le taux de récidive est d'environ 45 %, okay? Quelle que soit notre participation antérieure ou pas. Par contre, si on regarde les détenus qui ont été évalués par le LSCMI, ce qu'on constate, c'est que les non-participants ont systématiquement des taux de récidive plus élevés. Alors, la ligne, le carré en bleu foncé, ce sont les non-participants et les carrés bleu pâle, ce sont les participants. Et le fait que les participants aient des taux plus faibles que les non-participants, c'est vrai après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Okay? Et encore une fois, les participants, ce sont des gens qui purgent des peines plus longues, en général. Non, c'est pas vrai. Les gens évalués par le LSCMI, ce sont des gens qui purgent des peines plus longues et qui ont typiquement des scores LSCMI plus élevés. Donc, ce sont des gens qui sont plus à risque de récidiver. On le voit bien, parce qu'ici, le maximum est d'environ 65 %, alors qu'ici, il était d'environ 45 %. Alors, les gens évalués par le LSCMI ont à la fois des scores plus élevés et conséquemment, et des taux de récidive plus élevés, mais en même temps, ils ont des problèmes et des besoins criminogènes plus élevés. Et ils sont à risque plus élevé, par définition. Okay? Alors, nous, ce qu'on essaie de mesurer, c'est quel est l'effet net causal de cette participation-là, étant donné que les participants peuvent ne pas être comparables aux non-participants. Alors, on fait ça de toutes sortes de façons. Alors, je vais vous faire grâce des détails techniques
Mais ce qu'on fait essentiellement, c'est une série d'analyses de régression qui essaie de corriger pour le fait que la participation est volontaire. Et ce que vous voyez ici, donc, on va donc régresser la probabilité de participer sur le fait qu'on est évalué ou non, en fonction du score LSCMI et des caractéristiques des détenus. OK? Alors, encore une fois, c'est assez lourd comme économétrie, comme analyse statistique. Alors, je passe tout de suite au résultat. Ce n'est pas nécessaire d'insister sur les détails techniques. Alors, la seule chose que je veux vous montrer dans ce tableau-ci, et je vais pratiquement terminer avec ça, c'est ceci. Si vous comparez l'ensemble des participants et des non-participants dans les 3 établissements pénitentiaires, pardon, les 3 centres de détention au Québec, il n'y a aucune différence statistique. Les participants, les non-participants, vous les mettez ensemble, vous comparez le taux de récidive des uns et des autres, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Alors, on serait porté à conclure que les programmes n'ont aucun effet. Or, si on constate plutôt, on tient compte du fait que les gens ont été évalués ou pas par le LSCMI et conséquemment que les programmes qu'on a proposés aux détenus sont probablement mieux adaptés à leurs besoins, on constate qu'il y a un effet statistiquement très significatif, peu importe les variables que l'on prend en compte, les caractéristiques des détenus, on peut prendre en compte plein de choses, ça n'a aucun effet. L'effet du programme est net, il est de 10 9 Et donc, si on ne faisait que faire des comparaisons de moyenne, on serait amené à conclure que les programmes n'ont pas d'effet. Si on fait de l'analyse statistique, économétrique, et on tient compte du fait que l'individu a été évalué par le LSCMI, on trouve un effet net assez important. 9 points de pourcentage, c'est énorme. 9 points de pourcentage sur un taux de récidive de 40 ben c'est 25 de baisse du taux de récidive. C'est quand même assez important. Alors, pour conclure tout ça, ce qu'on a fait par la suite, on s'est dit très bien. Je vais vous présenter ici les taux de récidive des participants et des non-participants en moyenne et leur score à LSCMI. Là, on focalise uniquement sur les gens qui ont été évalués, donc des gens qui ont des scores relativement élevés. Ce que vous voyez dans ce graphique-ci, c'est qu'à mesure que le score augmente, évidemment, la récidive augmente. Ça, c'était prévu. Mais ici, ce qu'on vous montre, c'est que lorsque les scores sont très faibles, les taux de récidive sont essentiellement les mêmes qu'on soit un participant ou un non-participant. À partir de certains seuils, lorsque le score augmente, là, il y a un écart qui va se manifester entre les participants et les non-participants. Et rendu à un certain niveau de score, 28, ce que le ministère considère comme étant un risque élevé de récidive, le fait de participer ou non n'a aucun effet sur la récidive. Autrement dit, l'effet de la participation va se manifester parmi les détenus qui ont des scores entre 8 et 24, 25. En dehors de ça, aussi bien en bas qu'en haut, les programmes n'ont pas d'effet. D'accord? Et une façon d'aller beaucoup plus loin dans cette analyse-là, c'est de faire ce qu'on va faire dans la prochaine slide, la prochaine figure ici. On a fait ce qu'on appelle, et ça c'est tout nouveau dans l'évaluation des politiques publiques, c'est ce qu'on appelle des forêts aléatoires causales. C'est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Et là, on est capable d'aller extraire énormément d'informations sur les effets des programmes et de la façon dont ces programmes-là ont des effets se manifestent à travers différentes caractéristiques de la population carcérale. Et là où je veux insister, c'est sur la chose suivante. Si on regarde les individus, on a demandé aux algorithmes quelles sont les variables, les caractéristiques des détenus qui sont les plus susceptibles d'expliquer pourquoi les effets des programmes changent d'une population à l'autre. Quelles sont les caractéristiques responsables d'avoir une hétérogénéité dans les effets des programmes? Et ce que la machine nous a permis d'identifier, ce que les algorithmes nous ont permis d'identifier, c'est la variable attitude procriminelle que j'ai mentionnée au tout début de ma présentation. La machine a extrait cette variable-là, elle a dit c'est elle la plus importante pour expliquer pourquoi les programmes marchent pour certains et pas pour d'autres, en plus du score LSCMI. Alors, ce qu'on vous montre ici, c'est que le résultat global qui dit que les programmes ont pour effet de diminuer la récidive de 9 points de pourcentage, oui, c'est essentiellement les gens
qui ont des attitudes pro-criminelles faibles. Les gens qui ont des attitudes pro-criminelles de 3 ou 4, l'effet des programmes est 0. L'effet des programmes est négatif, donc diminue la récidive pour les gens qui ont des scores ou des attitudes pro-criminelles faibles. Et ça, c'est sur l'ensemble des détenus évalués par le LSCMI. Si maintenant on demande à la machine va nous indiquer que, indépendamment du score d'attitude pro-criminelle, si un détenu a un score LSCMI de plus de 24, les programmes n'ont aucun effet. Alors, la conclusion, et là, ce que je montre en bas, c'est le taux de participation. Alors, on voit très bien que les gens qui ont des attitudes pro-criminelles faibles participent environ à 28 %. Et donc, vous avez des gens qui participent autant à des programmes, indépendamment de leur score d'attitude pro-criminelle. Alors, la conclusion de tout ça, c'est de dire que ce que les algorithmes d'intelligence artificielle nous ont permis d'établir, c'est que les programmes, oui, ont un effet global de 10 %, mais l'effet est beaucoup plus grand chez les gens qui ont des attitudes pro-criminelles faibles. Les gens qui ont des attitudes pro-criminelles élevées ne ressentent aucun effet de ces programmes-là. Et en plus, les gens qui ont un score à l'SCMI de 24 ou plus ne réagissent pas au programme. Alors, la morale, c'est de dire, ces programmes-là ont une efficacité à 2 conditions. La première, c'est que le score à l'SCMI ne soit pas trop élevé. Et par ailleurs, il faut que le score d'attitude pro-criminelle soit relativement faible. Sinon, le programme n'aura pas d'effet. Alors, je conclus avec ça. La conclusion de notre étude, c'est que les programmes ont des effets positifs, c'est-à-dire ils vont avoir pour effet de diminuer la récidive. Pas nécessairement via l'emploi, mais tous les programmes confondus auront des effets. Le LSCMI permet de cibler relativement bien les besoins criminogènes avec les programmes offerts en établissement. Et donc, l'outil LSCMI est un outil précieux pour augmenter l'efficacité des programmes. Alors, les programmes en tant que tels ont des effets bénéfiques sous 2 conditions, et je le répète en conclusion, c'est que, 1, le score ne soit pas trop élevé, et que 2, les attitudes pro-criminelles soient faibles. Alors voilà, j'ai terminé ma présentation, Mme Perrault. Merci beaucoup, M. Lacroix. Donc, on aura évidemment, ça suscite des questions qu'on va vous adresser après les présentations. C'est sûr qu'une des préoccupations à la chaire est de conjuguer toute la dimension scientifique qu'on voit avec les études de M. Lacroix puis les questionnements qui ont été soulevés par M. Rengel au vécu, en fait, puis à ce que donnent pour les individus qui le suivent des programmes d'éducation en prison. Puis ça fera évidemment partie des questions à la toute fin. Donc, pour ajouter en fait un autre point de vue, je dirais plus qualitatif, mais en même temps très empirique, je demanderai à M. Benson de présenter en fait son témoignage, sa présentation, ses réflexions. Donc, je vous laisse la parole, monsieur. Merci, Mme Perrault, et j'aimerais remercier les gens de la chaire de m'avoir invité pour pouvoir partager un bout de mon expérience de vie avec vous aujourd'hui. Donc, ma présentation s'intitule « L'éducation synonyme de liberté ». J'avais à peine 19 ans quand le monde s'est écroulé autour de moi. J'ai été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 25 ans de prison avant une possibilité de libération conditionnelle. Pour le crime que j'avais commis, j'ai assassiné un beau-père qui était un homme violent qui a battu ma mère pendant les 10 années qu'a duré leur union. Et pour me punir, la bonne société, pour me punir du geste violent que j'avais posé, a décidé de m'enfermer dans un pénitencier. Et moi, j'ai débuté ma sentence en 1982, donc c'était une époque au Canada où la violence dans les pénitenciers, surtout à sécurité maximale, était très élevée. D'ailleurs, il y avait eu une émeute quelques mois avant mon arrivée dans ce pénitencier-là, une des émeutes les plus sanglantes que le système correctionnel du Canada a connues. Quelques mois avant ma condamnation, j'avais été reçu en lettres dans un programme collégial, dans un collège des Basses-Laurentides. Donc, quand j'ai reçu mon acceptation, la vie s'ouvrait devant moi, mais les volets se sont vite refermés parce que j'étais maintenant en prison.
Puis j'étais enfermé dans 11 grandes lettres, qui est le mot pénitencier. Puis, vous savez, quand on a 19 ans, on a toute la vie devant soi, puis quand notre monde s'écroule, puis on se retrouve enfermé, privé de notre liberté, il faut trouver un moyen de s'évader. Pas nécessairement l'ancien des barreaux, là, je veux que les gens me comprennent bien, mais un moyen de s'évader de ce monde carcéral-là. Il me fallait trouver un moyen pour survivre dans cet univers-là qui m'était totalement inconnu. Vous savez, l'univers carcéral, c'est la routine du temps, la violence qui était omniprésente à l'époque. Donc, je me posais la question, quelle route je pouvais emprunter pour me sortir de cet enfermement-là que je considérais comme totalement irréaliste. Il y avait un programme d'études collégiales à l'établissement Archambault à l'époque, mais la question que je me posais, pourquoi j'irais m'impliquer dans un parcours scolaire quand j'étais dans une situation où je considérais que ma vie n'avait plus de sens? Il y a quelque chose, quelque part, qui me disait à l'intérieur de moi qu'il fallait quand même donner un sens à ma vie, donner un sens à ma réalité, donner un sens à l'insensé. Puis tant qu'à être dans une situation complètement insensée, aussi bien en rajouter, puis me vendre l'idée que la scolarisation était la seule issue sensée à ce non-sens. J'ai donc pris la décision de m'inscrire au programme collégial après avoir rencontré mon agent de classement. Et ce programme-là est offert par le Collège Marie-Victorin à l'établissement Archambault. Il n'y avait pas beaucoup d'options là, pour choisir la voie dans laquelle on voulait s'inscrire. Ce qui est offert, c'est un DEC en sciences humaines avec un parcours qui était parsemé là, de cours de français, de philosophie, d'anthropologie, d'espagnol, dépendamment de ce que les gens voulaient comme cursus, là, les gens qui participaient au programme. Puis je me disais, bon, ben, à quoi ça va me servir? Ben, dans un premier temps, ça va me servir à occuper ce temps-là. Occuper mon esprit avec autre chose que la routine répétitive de la vie en prison, avec ses horaires similaires jour après jour. Puis je croyais que ça me donnerait l'impression que le temps à purger servirait à quelque chose d'autre que de purger du temps pour faire du temps pour faire du temps. Je n'ai jamais été très fort en mathématiques, mais je savais compter. Donc, j'avais 19 ans, on me condamnait à 25 ans. Le total de ça, ça fait 44. Vous savez, quand on a 19 ans, puis qu'on se dit, je veux sortir de prison à 44 ans, on se dit, je vais sortir de prison quand je vais être une vieille personne. Puis je ne veux pas offenser les gens qui ont plus de 40 ans, qui sont dans l'auditoire ce matin, là. Mais vous savez, rappelez-vous quand vous aviez 19 ans, quand vous regardiez des gens de 40 ans, vous les considériez comme des vieilles personnes. Donc, j'ai décidé de m'engager dans ce parcours-là sans réellement savoir où ça me mènerait. Le premier étonnement, la première chose qui m'a marqué dans cet engagement-là au niveau d'une scolarisation, c'est que je me faisais appeler Daniel par les professeurs. J'étais plus 98-34 Benson. Je redevenais Daniel. Puis c'était des petits groupes, là, on était 7 ou 10 élèves là, par classe. Donc, les gens se connaissaient, je vous dirais, assez intimement. Là. On s'appréciait. Et c'était des changements qui étaient très appréciés parce que sentir qu'on est encore une personne dans l'univers très sombre et impersonnel qui est la prison, c'était très libérateur. Puis je vais l'utiliser le mot, là, moi, parce que ça nous libérait de toute cette situation d'enfermement-là. J'étais redevenu une personne, j'étais redevenu un être humain à part entière. Puis je me sentais pas constamment jugé,
puis évaluer en fonction d'un crime puis d'une sentence. Les gens que je côtoyais quand on était dans les locaux où les cours se donnaient, ben, j'avais le sentiment que j'étais avec des êtres humains puis qu'on partageait en tant qu'être humain. Puis, vous allez me permettre de dire merci à ces professeurs-là qui ont parsemé mes années dans ce parcours collégial. Des professeurs qui m'ont redonné mon humanité et m'ont fait sentir que j'étais encore, et malgré le crime, un être humain à part entière, qui avait le droit de parler, de dire ce qu'il pensait. J'avais retrouvé le droit de pouvoir m'exprimer sans un jugement. Je me souviens, malgré les... Ça fait un petit bout là, que j'ai terminé mes études collégiales, là, mais je me souviens de certains professeurs. Je me souviens d'Anne-Marie, qui m'a fait découvrir l'espagnol avec Mafalda. Je me souviens d'un professeur de philosophie qui nous avait expliqué comment les peuples des contrées lointaines étaient bouche bée devant un téléviseur. Puis il avait fait ça en montant sur le bureau, puis en se mettant la tête entre les deux jambes. C'était très, très drôle. C'est un bon professeur de philosophie, puis il était drôle en plus, parce que la philo, c'est pas toujours drôle. Je me souviens aussi d'un Jean-Pierre qui avait le don d'amener de la joie puis de l'excentricité. Puis lui, c'était à cause de son habillement. Il s'habillait d'une façon très... je dirais farfelu, donc ça amenait un petit peu de lumière dans cet univers sombre et monotone qui était la prison. Ces professeurs-là, ils amenaient de la joie de vivre, ils amenaient du vivant, ils amenaient surtout le sentiment aux gens qui étaient inscrits dans ce cursus scolaire-là d'être des humains à part entière, puis de ne pas être jugés par un regard qui observe quelqu'un qui a commis un crime, qui purge un certain nombre d'années d'une sentence. Donc, ce parcours scolaire-là, dans lequel je me suis inscrit un peu à l'aveugle, m'a permis de redevenir un être humain, une personne normale, sans constamment avoir le poids de l'ostracisation, d'être considéré comme un criminel, comme un tueur, comme l'être humain qu'on met à l'écart de la société pour le punir puis le marquer au fer rouge. Ces professeurs-là m'ont permis de revivre, de donner un sens à ma vie qui était devenu un cul-de-sac. Ces sentiments-là sont difficilement exprimables en mots. C'est le sentiment qui permet de se sentir comme un humain à part entière, de rire, de vivre, de se poser des questions, d'interroger la vie, la possibilité de voir la vie sans constamment avoir le regard de jugement puis de dénigrement qu'on subit normalement en prison. Ça m'a permis de reprendre ma vie en main. Ça m'a permis de redevenir Daniel au lieu d'être 98-34 Benson. J'ai eu la chance de poursuivre mon cheminement académique avec, à l'époque, il y a eu l'implantation d'un programme universitaire avec la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. C'est un projet pilote qui a permis à quelques détenus d'entreprendre un certificat universitaire avec l'Université de Montréal. Par la suite, je voulais poursuivre mes études parce qu'il offrait seulement un certificat universitaire. Donc, puis ça m'a demandé beaucoup d'efforts parce que moi, je voulais faire des études en théologie. Puis je me souviens, à la première demande que j'ai faite, on m'a dit « c'est impossible, on n'a jamais admis un étudiant hors campus à la faculté de théologie ». Donc, il a fallu que je contacte des gens qui m'ont aidé et j'ai réussi à me faire admettre à la faculté de théologie. Il y en a qui vont dire pourquoi s'inscrire en théologie quand on est enfermé dans une prison. Ben, c'était dans un projet de vie. Mon projet de vie, moi, après ma sortie de prison, c'était d'aller m'enfermer dans un monastère, de devenir un moine cloîtré pour aller expier ma peine, mon délit, le poids d'avoir enlevé la vie à quelqu'un. Donc, d'aller redonner un peu de positif au monde en échange du mal que j'avais fait. Parce que vous savez, je crois que la seule chose qui nous appartient intrinsèquement, c'est notre capacité de respirer puis de vivre. Le reste, c'est du matériel, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais la vie,
c'est à nous, ça nous appartient. Puis quand on l'enlève à quelqu'un, on ne peut pas réparer ça. Ça ne se répare pas. Puis vous savez, en théologie, je pouvais pas, il n'y avait pas de technologie comme aujourd'hui à l'époque. Là. Ça remonte à quelques années, on va dire. Là. Je ne veux pas en dire plus. Donc, c'était 2 étudiants qui se sont portés volontaires, qui étudiaient dans le même cursus que moi en théologie, qui enregistraient les cours sur des cassettes audio, puis qui venaient me porter les cassettes au pénitencier. Puis moi, j'écoutais ça tout seul dans ma cellule. Puis 3 fois par session, les professeurs venaient me voir là, pour me rencontrer puis me faire passer les examens. Et l'engagement d'un de ces 2 étudiants-là, qui s'appelle André, André, je suis resté en contact avec lui il y a quelques semaines avant la pandémie, là, quelques mois, j'étais allé manger avec lui. On a eu l'occasion de partager là, des vieux souvenirs parce que vous savez, moi, des confrères d'université, j'en ai pas beaucoup. J'en ai eu 2. Parce que quand on étudie tout seul dans sa cellule, ben, on est seul, on n'a pas de classe, on n'a pas de party de fin de session. Mes parties de fin de session, j'ai fêté au Pepsi et aux chips. C'est pas tout à fait ça qui se passe dans un party de fin de session des universités, je crois. Donc, parce que vous savez, puis l'université, la scolarisation dans un monde normal, quand ce n'est pas en prison, ce que ça permet, ça permet de se créer un réseau social, de se faire des amis, puis des amitiés qui vont quelquefois perdurer tout au long de notre vie. Mais quand on s'éduque en prison, on fait ça dans des petits groupes, on n'a même pas le droit de les revoir, nos confrères, après, quand on sort de prison, parce que c'est généralement interdit. Puis vous savez, des fois, étudier puis s'inscrire dans un cursus scolaire en prison, c'est pas tout le monde qui le fait. Puis il y en a qui ont de la misère à comprendre pourquoi il y a des gens qui font ça. Puis je me souviens d'un soir, j'étais dans ma cellule, puis il y avait plein de livres là, sur mon lit, puis sur mon petit bureau. Puis il y a un autre détenu qui est passé devant ma cellule. J'aime les appeler mes confrères de chaîne, là, les co-détenus avec qui j'ai fait mon temps en prison. Et cette personne-là m'avait posé la question en voyant tous ces livres-là ouverts sur mon lit. Il m'avait dit, tu penses-tu que ça va te sortir de prison plus vite? Puis je me souviens que dans ma tête, j'ai répondu, non, ça me sort de prison à tous les jours. Parce que s'inscrire dans un cursus scolaire, se plonger dans un autre univers, apprendre des nouvelles choses, bien, ça sort de la prison. J'avais trouvé le moyen de m'évader virtuellement de cet univers-là. L'éducation, ça donne la possibilité aux gens incarcérés de se sentir vivre, de se sentir comme des êtres humains, je vous l'ai dit. C'est, à mon avis, l'éducation dans un milieu correctionnel, c'est la plus belle chose qu'une société peut offrir à des gens qui peuplent ces univers-là. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les gens qui peuplent nos prisons sont des gens qui ont été marqués souvent par des sentiments de rejet, de peur, d'abandon. Puis là, je ne veux pas tomber dans le discours que tout le monde en prison sont des êtres humains blessés. Mais avec mon parcours de détention et le travail que je fais aujourd'hui, je peux vous dire que malheureusement, c'est parfois la réalité des hommes et des femmes qui peuplent nos prisons. Ce sont des êtres humains qui ont été écorchés et qui, malheureusement, ont écorché à leur tour. Donc, c'est très important pour moi aujourd'hui de dire merci aux enseignants, aux professeurs, aux gens qui pensent les programmes, aux professeurs là, qui décident un jour de dire « Moi, je vais aller enseigner en prison ». C'est pas très glamour, là, puis souvent, ils doivent se faire dire par leurs amis ou leurs entourages « Pourquoi tu vas enseigner dans une prison? On va enseigner à du monde normal. » Mais ces gens-là ont conscience d'une chose, c'est que les détenus, c'est du monde normal. C'est juste que c'est des gens qui ont commis un crime, puis qui ont le droit, comme tout le monde, à avoir une chance, à avoir une deuxième chance pour reprendre leur vie en main. L'éducation, ça a été pour moi, puis pour plusieurs autres délinquants là, qui ont des parcours éducatifs en milieu correctionnel, ça a été la pierre angulaire de la réinsertion sociale. On l'a dit dans les présentations subséquentes, là, que ça a un impact important, puis c'est vrai.
moi, je peux vous en témoigner, là. Parce que ça nous aide. Vous savez, l'éducation, ça nous met dans un mode où on va réfléchir à ce qu'on étudie, mais on va réfléchir aussi sur notre vie, là. Quand on fait des cours de philosophie, on fait juste réfléchir. Donc, on se permet de réfléchir, puis de réfléchir sur les gestes qu'on a posés, sur le mal qu'on a causé à la société, puis ça nous permet de devenir meilleurs en se posant des questions. L'espoir de transformer, de changer, de contribuer ces changements dans les univers carcérales, l'éducation, je considère que pour moi, c'est une des pierres angulaires de ce mouvement-là de baisse de la criminalité, de baisse de la récidive. À ma sortie de prison, vous savez, par hasard dans la vie, je suis devenu intervenant psychosocial. Mon rêve du monastère était chose du passé. Depuis 20 ans, j'accompagne des détenus, des ex-détenus, puis des personnes en situation d'itinérance pour les aider à devenir meilleurs. En terminant, j'ai juste deux petits points. Récemment, on a appris que le service correctionnel avait coupé beaucoup dans les programmes éducatifs en milieu correctionnel. Je trouve ça désastreux. Puis en terminant, j'aimerais vous citer Victor Hugo qui a dit « Construisez des écoles, vous allez fermer des prisons ». J'ajouterais « Enseignez aux personnes incarcérées et vous allez réduire les crimes, la récidive et le mal dans notre société ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Benson. On va évidemment revenir tout à l'heure. On a des questions qui m'ont été envoyées. Pour terminer cette tournée de présentation, j'inviterai M. Bricoux à clore en fait les présentations. Tout d'abord, je tiens à remercier le cher UNESCO et les participants de ce webinaire. Alors, pour traiter de la question de l'éducation en prison, je ne vais pas m'intéresser directement à l'enseignement, mais on va faire une étude comparative entre la prison et l'école. La prison contemporaine elle a pour objectif de réhabiliter les individus, les rendre meilleurs pour permettre leur réinsertion dans la société. La prison n'a pas pour vocation d'instruire les détenus comme l'école le fait, mais une de ses caractéristiques, ça va être d'enseigner la discipline aux personnes incarcérées dans le but de leur permettre une réhabilitation dans la société. Alors, dans une première partie, comme je vous l'ai dit, ça va être une étude comparative. La prison, c'est un lieu de privation de liberté pour les personnes qui ont commis des délits. Elle s'apparente de très près à une société. On peut dire cela parce qu'on y retrouve une autorité, une population, une instance de jugement, un service médical, les principaux services proposés dans la société française, une économie, ainsi qu'une culture et des sous-cultures. On peut comparer la prison à une école. Dans les écoles françaises, les élèves sont soumis à un système méritocratique. Depuis leur jeune âge, les enfants en France sont soumis à un système de notation, d'évaluation. L'école, comme la prison, elle socialise les individus à être méritants pour obtenir ce qu'ils désirent. En ce qui concerne le mérite en prison, comme à l'école et dans la société, c'est un mélange de qualités naturelles, de talents, de capacités et des efforts personnels qui font précisément que l'on est méritant. Si les efforts personnels sont de la responsabilité de chacun, il n'en va pas de même pour les capacités. Ces capacités sont inégales et elles sont liées à l'origine sociale. Ce que l'on désigne comme le mérite n'est pas de l'entière responsabilité de chacun. S'il convient que, comme l'école en prison, les valeurs de la méritocratie sont censées être basées sur l'égalité et le mérite, chaque individu en prison doit avoir la même chance que ses co-détenus d'obtenir un aménagement de peine ou des remises de peine. Mais comme le supposent d'autres chercheurs, ce principe d'égalité n'est pas respecté à l'école et il ne l'est pas non plus en prison. Chacun a son propre habitus, arrive avec sa propre culture. Il y a une différence entre ceux qui connaissent déjà les mécanismes de l'administration et qui vont déjouer mieux et qui vont mieux les déjouer que les nouveaux arrivants. Comme à l'école, en prison, un système de récompense et de sanctions est mis en place. Les bons élèves sont récompensés par de bonnes notes, par l'obtention d'un diplôme et ils peuvent, une fois leur étude terminée, intégrer la vie active.
Les élèves dissipés sont quant à eux sanctionnés par de mauvaises notes, par des heures de colle ou des exclusions. Les prisonniers, eux, ils sont récompensés par des remises de peine s'ils ont un bon comportement ou sanctionnés par un retrait en cas inverse. Ils peuvent également être punis par du quartier disciplinaire qui s'apparente à de très longues heures de colle. La différence est que les prisonniers, bah, la façon de s'exclure de la prison, au contraire de l'école, c'est d'avoir un bon comportement. En prison, il apparaît légitime que ceux qui ont un bon comportement ont mérité de gagner leur liberté et que ceux qui ont un mauvais comportement méritent de purger leur peine. Pardon. Jusqu'au bout, tout comme à l'école, il paraît légitime que ceux qui ont de bonnes notes obtiennent leur diplôme et que ceux qui ont de mauvaises notes, ils échouent. En France, il y a quelques décennies, l'éducation, elle était perçue comme une forme de dressage. Elle visait à éduquer l'enfant sauvage vers la civilisation. Ce modèle éducatif, il était autoritaire. Ils usaient de brimades, de châtiments corporels. Aujourd'hui, cette façon d'élever les enfants, elle scandaliserait. Et pourtant, ce système, il perdure encore en prison. Et le maintien de l'ordre est légitimé par la violence. Les détenus sont parfois violentés quand ils ont un mauvais comportement. Ils sont punis par du quartier disciplinaire qui s'apparente à une forme de torture mentale et physique. Comme à l'école, les détenus en situation d'échec qui pensent à tort ou à raison être maltraités vont choisir de s'éloigner de ce système. D'autres vont abuser des médicaments et des drogues. Enfin, d'autres, qu'il ne suffit pas de qualifier de racailles, choisissent la violence contre l'administration pénitentiaire et les membres du personnel. De la même manière que les élèves dérapent en agressant des enseignants, il n'est pas rare que des détenus dérapent en agressant des surveillants, tout comme il arrive que des surveillants commettent des bavures. Le sentiment d'injustice est d'autant plus fort que la prison comme l'école considère que les insultes proférées par les détenus ou les élèves sont plus graves que celles commises par le personnel pénitentiaire ou les enseignants. Combien de chefs de bâtiment ou de directeurs d'établissement peuvent témoigner de ces plaintes de détenus reçues comme légitimes et auxquelles ils n'ont pas répondu. En prison, comme dit Bourdieu de l'école, il y a des vainqueurs et des vaincus. Quand les vaincus paraissent former un groupe socialement et éthiquement homogène, quand les tensions sont vives et que les enseignants ou surveillants peuvent déraper autant que les élèves, une sorte de guerre oppose les vaincus aux vainqueurs. Ceux qui se comportent bien sont perçus comme des collabos, les enseignants ou surveillants comme des ennemis. Par la violence et l'insulte, les vaincus refusent d'endosser l'image qui leur est imposée. Les sociologues disent que les dominés retournent le stigmate contre les dominants. La défaite est une forme de courage. La haine des surveillants et des collabos, une manière d'échapper à leur jugement. Dans notre seconde partie, on va parler des formes de mérite qui existent en prison et quels efforts ils doivent manifester s'ils veulent sortir plus vite. Alors, déjà, en France, ils doivent montrer des efforts sérieux de réinsertion. C'est un des principaux arguments qui est utilisé. Ces efforts ils se traduisent en premier lieu par le respect du personnel et par l'application des formules de politesse, c'est-à-dire que les détenus doivent dire bonjour, merci, ils ne doivent pas montrer de signes d'arrogance, ils ne doivent pas insulter, ils doivent respecter les règles de savoir-vivre. Le comportement du détenu il est objectivé lors de commissions, des rapports sont émis sur sa personnalité. Pour certains sociologues, les relations avec le personnel peuvent s'expliquer avec le concept de l'ordre négocié. Les détenus ont intérêt à être en bon terme avec le personnel s'ils veulent obtenir certains privilèges, comme par exemple une douche hors des jours, une demande de douche, la tolérance des échanges ou encore que le personnel ferme les yeux sur certaines activités illicites. Dans un second lieu, ces efforts passent par le fait d'aller à l'école, au travail et suivre des formations. Cela montre que le détenu ne reste pas sans rien faire. Par l'obtention de diplômes ou encore l'assiduité au travail, le détenu montre son sérieux. S'il est digne de confiance, on va lui accorder un emploi au sein de la détention comme auxiliaire des tâches, buandier, cantinier. Il va pouvoir travailler à l'atelier. Si bien entendu, son comportement en détention est irréprochable. En troisième lieu, ces efforts se traduisent par la mise en place de soins, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des obligations de soins pour la drogue, l'alcool, la violence.
etc., bah, il faut aller voir un psychologue, avoir un traitement médicamenteux, participer à des réunions d'alcooliques anonymes. Et en dernier lieu, les détenus doivent respecter bah, le règlement, ils ne doivent pas avoir de téléphone portable, ils ne doivent pas se bagarrer avec leurs co-détenus, ne pas se faire attraper avec de la drogue, etc. En tout cas, ils doivent éviter de se voir infliger un compte-rendu d'incident qui va entacher leur dossier. Lors de la commission bah, d'application des peines, la CAP, toutes les informations précédentes sur le détenu, elles sont réunies. Et à partir de là, il peut être récompensé bah, par un aménagement de peine ou sanctionné par un refus s'il en a fait la demande. Il peut obtenir ou non des remises de peine supplémentaires en fonction de ses efforts et de son mérite. Une sélection des détenus les plus méritants est effectuée car le nombre de places et d'admission à un bracelet électronique ou à une semi-liberté bah, est limité. On peut donc dire que les détenus sont mis en compétition entre eux et que les plus vertueux auront la chance de retrouver la liberté. Sur un point de vue théorique, on peut penser que les détenus, bah, ils ont avantage à respecter ces règles et qu'ils sortiront plus vite. Mais en pratique, les détenus, ils ont mis en place une culture et dans cette culture, il y a des coutumes qui vont totalement à l'encontre des règles pénitentiaires. Elles les obligent à répondre à certaines obligations sociales imposées par les autres détenus. Par exemple, dans la culture des détenus en France, pour se faire respecter et être tranquille en détention, il n'est pas rare qu'un détenu bah, il doit user de la violence, sinon il va être considéré comme une victime par les autres détenus. Des effets pervers peuvent en découler. Certains détenus vont se contenter de faire bonne figure, d'autres, par leur intelligence, vont réussir à naviguer entre les règles de l'administration pénitentiaire et la culture carcérale sans se faire attraper. Pour conclure, la prison et l'école, elles fonctionnent au mérite, comme on a pu le voir. Il en découle un peu les mêmes effets. Toutes les deux, elles ne sont pas capables de mettre un terme aux injustices sociales et elles renforcent les inégalités sociales. Et du coup, bah, le but de notre échange aujourd'hui, ce serait d'apporter des propositions d'amélioration de ce système. Voilà, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, M. Bricot. Je demanderai à tous les participants de revenir, en fait, d'ouvrir leur caméra pour, en fait, nous aurons peut-être une quinzaine de minutes pour des échanges et des questions que je vais lancer. Je vais orienter les questions. Je commencerai, en fait, avec une question qui semble ressortir chez plusieurs participants, à savoir comment conjuguer, puis d'ailleurs, les communications d'aujourd'hui, je pense, en témoignent, comment conjuguer un aspect, je dirais, le droit à l'éducation pour tous, le point de vue que l'éducation ne devrait pas être questionnée, point, peu importe son efficacité ou pas. À l'autre bout, où on cherche à mesurer l'impact des programmes d'éducation, puis l'effet qu'ils ont sur, par exemple, la baisse de récidive. On sait qu'à la fois chez les décideurs, mais aussi parmi la communauté de chercheurs, ce sont deux points de vue tout à fait opposés. Donc, doit-on les opposer premièrement? Puis, comment conjuguer avec tout ça? Parce que je commencerai peut-être par M. Rangel, puis je vais vous adresser à tour de rôle la question. Oui, je pense qu'il ne doit pas nécessairement s'opposer, même si on tient par acquis que l'éducation, c'est un droit, point. Mais, comme j'ai souligné, il reste pas moins que si on démontre certaines corrélations, certains impacts mesurés, a un impact justement sur le décideur. Et tout au long de ma carrière, j'ai entendu des personnes dans l'administration, soit au Salvador, au Mexique, qui demandaient justement, il faut que je prouve qu'il y a un impact pour les autorités. D'autant plus que, par exemple, en Amérique latine, ça relève des autorités militaires même. Donc, il y a le besoin justement de ces chiffres-là, de chiffrer l'impact
d'un côté très pratique. Donc, il ne faut pas s'opposer, surtout pas. On est un milieu marginal quand même, et en plus marginalisé et divisé. Donc, il faut trouver des complémentarités pour travailler ensemble. Monsieur Lacroix, voulez-vous poursuivre? Oui, mais écoutez, les opposés, non. Vous savez, nous, on a fait une série d'études sur l'efficacité des programmes en établissement au Québec à la demande de la vérificatrice générale. Et c'est pas fortuit que ce soit elle qui l'a demandé, cette étude-là, parce qu'en fait, dans un rapport qu'elle avait déposé il y a 3 ou 4 ans, elle reprochait au ministère de la Sécurité publique du Québec de ne jamais avoir évalué l'impact de ces programmes, en dépit du fait qu'ils coûtent très cher. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de ces programmes-là sont en fait encadrés par le ministère de l'Éducation. Et ces programmes-là ont un coût. Et les ressources ne sont pas illimitées. Moi, je suis économiste, hein, donc les ressources ne sont pas illimitées. Alors, les sommes que l'on investit à une place, on ne les investit pas ailleurs. Et ce que la vérificatrice générale disait, c'est que vous avez des programmes qui coûtent plusieurs millions de dollars par année et vous n'avez pas la moindre idée de ce que rapportent vos programmes. Alors, notre série d'études et une entente qu'on a eue avec le ministère de la Sécurité publique, qui nous a permis d'avoir accès à toutes les données du ministère, vient de là. Et ce qu'on essaie d'établir depuis plusieurs années, c'est quelle est l'efficacité des programmes, est-ce qu'ils fonctionnent, et du point de vue du ministère, encore une fois, tout dépend du point de vue d'où on se place. Il y a le détenu, il y a le ministère et il y a le contribuable. Alors, de quel point de vue parle-t-on? Et donc, nous, ce qu'on établit depuis plusieurs années avec nos études, c'est que les programmes fonctionnent. Maintenant, ce qu'on montre, nous, c'est qu'il y a moins de récidives. Est-ce qu'il y a moins de dépenses en santé? Est-ce qu'il y a moins de dépenses? Est-ce qu'il y a plus de revenus d'impôts qui proviennent de l'emploi de ces gens-là? Et tout ça, ça fait partie du bénéfice de ces programmes-là qu'on ne peut pas mesurer ou difficilement mesurer. Alors, c'est un droit à l'éducation, bien sûr, mais il y a un coût associé à ça. Et ce que les contribuables est en droit de se demander, comme le faisait la vérificatrice générale, quelle est la rentabilité sociale de ces programmes-là? Nous, on établit qu'ils sont positifs. Merci. Monsieur Benson, vous avez présenté, dans le fond, votre point de vue d'une personne qui a réussi, en quelque sorte, pour qui l'éducation a porté fruit. Comment vous voyez l'ensemble de ce regard, ces recherches, puis comment vous recevez l'ensemble de ces discours-là? Vous savez, moi, je crois fondamentalement là, que ça fait une différence. Mais puis je rejoins un peu M. Lacroix, là, il y a toujours le questionnement du contribuable. Vous savez, investir dans les prisons, dans les programmes de réinsertion sociale, le contribuable a l'impression que ça n'a aucun effet. Parce que ce qu'il voit, le contribuable, c'est qu'il voit les échecs du système. Il voit les gens qui récidivent dans les journaux. Il voit les gens qui font des mauvais coups. Par contre, le contribuable ne voit pas les réussites de ce système-là, parce qu'il y en a des réussites. Parce que ce n'est pas vendeur pour un journal d'afficher la réussite. Écoutez, moi, je suis auxiliaire d'enseignement à l'Université de Montréal en psychocriminologie, à l'École de criminologie, et des fois, on veut recruter des gens pour venir témoigner dans les classes. Puis moi, j'en connais quelques-uns, là, on va dire, là. Puis c'est très difficile de demander à ces gens-là de venir témoigner de leurs expériences positives. Parce qu'il y en a une fois, je me souviens très bien de sa réponse, il m'a dit, écoute, Daniel, il dit, je ne veux pas aller là, là. J'ai refait ma vie, j'ai 2 enfants, ils vont à l'école. Je ne veux pas que personne sache par où j'ai passé. J'ai changé, ma vie est positive aujourd'hui, mais je ne veux pas que mes enfants se fassent écœurer à l'école. Donc, les histoires de réussite sont sont peu publicités parce que les gens ne veulent pas. Je me souviens même d'une dame avec qui j'ai collaboré, qui était bénévole dans un comité de citoyens, qui m'avait dit, comment tu fais, Daniel, pour toujours te mettre tout nu devant le monde? Ben, j'ai dit, en parlant de mon histoire, puis que les gens, souvent, viennent me voir après et me disent, ah, je ne pensais pas que la prison pouvait faire quelque chose de positif à quelqu'un. Puis c'est tellement important d'investir. Puis on a vu, puis c'est dommage, mais dans les dernières années, il y a eu un désinvestissement considérable au niveau des programmes éducatifs, des programmes correctionnels dans les pénitenciers au Canada. Puis, ben, j'imagine que l'effet pervers de ce désinvestissement-là va être
un taux de récidive qui va augmenter. Puis après ça, bien, les décideurs vont dire, vous voyez, on vous l'avait dit que ça ne servait à rien. C'est malheureusement ça qu'on entend comme discours. Je remercie M. Lacroix et M. Rangel de faire des études pour démontrer ça aux décideurs que non, ça fonctionne. Je comprends que la chaire a encore du travail de promotion des histoires positives, mais aussi des différentes études. Monsieur Bricou, vous avez parlé de mérite, puis vous comprenez les deux spectres de points de vue qui sont en circulation. Comment vous voyez le rôle de l'éducation dans ce contexte-là, de votre point de vue? Le rôle de l'éducation en prison, il est très, très important parce que tout comme monsieur Benson, moi aussi, j'ai été en prison et j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études là-bas, obtenir mon bac. Et ça m'a permis, en sortant, de pouvoir m'inscrire à l'université, poursuivre dans un parcours scolaire. Et c'est très, très, très bien. Et c'est une des meilleures écoles, on peut dire. Merci. Il y a eu des questions beaucoup sur en fait, l'évaluation LS-CMI. Puis, en fait, si je pouvais poser une question, est-ce que, dans le fond, dans l'étude, ce qu'on remarque, c'est que l'évaluation des besoins est efficace peut-être plus que les programmes? Première question. Parce que dans le fond, quand on voit qu'il y en a une évaluation puis qu'on offre des programmes adéquats, bien sûr, il y a d'autres facteurs, là, vous l'avez bien mentionné, mais est-ce que ça joue un rôle? Puis parallèlement, l'éducation, elle est large. Donc, parfois, une personne en prison peut suivre plusieurs programmes de façon simultanée et chacun d'eux peut avoir un impact positif. Comment on peut évaluer l'éducation en prison dans ce spectre-là? Qui voudrait répondre? Écoutez, je peux me risquer, là, parce que quelqu'un a posé la question aussi là, dans le Q&A. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont plus efficaces que d'autres? Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais la réponse est non. Et la raison est très simple, c'est que les programmes semblent être très bien ciblés sur les besoins criminogènes des détenus. D'accord? Donc, le LSCMS, c'est un outil qui a été créé au Canada par des psychologues, des criminologues, et qui, malheureusement, a été laissé tomber par le ministère québécois. Le ministère québécois n'utilise plus le LSCMI, il utilise un autre outil qui s'appelle le Airbag 2. Et donc, c'est un outil de gestion qui est commun partout en Amérique du Nord, en Asie, en Europe. Le LSCMI est très répandu. Donc, ce qu'on montre, nous, dans l'étude, c'est que les gens qui ne sont pas évalués et qui participent à des programmes, souvent font des choix qui ne sont pas nécessairement en lien avec leurs besoins. Et lorsqu'ils sortent, ces gens-là, on ne voit pas d'effet de leur participation. Alors que les gens qui ont été évalués par des spécialistes, des psychologues, des agents de probation, formés pour ça, pour gérer l'outil, on va leur recommander un programme particulier qui est adapté aux besoins manifestés lors de cette entrevue-là, qui peut être très longue. Hein? LSCMS, ça peut prendre 2-3 jours à remplir. Donc, ce que nos résultats semblent montrer, c'est qu'il y a une adéquation entre le programme et les besoins, ce qui fait que tous les programmes, les grandes catégories que nous, on a utilisées, donnent à peu près tous le même effet de 9 points de pourcentage parce qu'ils sont adaptés aux besoins. Mais laisser quelqu'un en établissement choisir de lui-même un programme, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il ne choisira pas nécessairement quelque chose qui va répondre à ses besoins. Alors, je pense qu'il y a besoin d'un coup de pouce pour lui dire non, ton problème n'est pas là, ton problème, il est là. Et donc, on va traiter ce problème-là pour t'aider à la suite. Mais encore une fois, le gouvernement du Québec a laissé tomber le LSCMI. Et beaucoup d'États américains pensent le laisser tomber aussi, pour toutes sortes de raisons. Ça pourrait assurément faire partie d'un autre débat. Je ne sais pas si d'autres personnes voulaient ajouter à cette question des programmes, des plusieurs programmes qui peuvent être suivis simultanés, de l'évaluation de ça. Juste, est-ce que ça ne va pas être servi après contre les personnes? Par exemple, s'ils demandent un aménagement de peine, tu ne vas pas leur dire votre taux il est trop élevé et du coup, on ne vous laisse pas sortir. Vous parlez en fait de l'évaluation de cet outil-là puis de l'utilisation de l'outil pour la sortie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je pense que ça fait partie des débats qui ont lieu parmi les chercheurs, la communauté de chercheurs. Je ne sais pas si M. Rangel veut ajouter quelque chose. Si des détenus qui choisissent librement, parfois ça ne correspond pas aux besoins. Et c'est justement ça qu'on remarquait avec les collègues chiliens récemment. C'est exactement ça. Parfois, l'offre, c'est morcelé, c'est pas structuré.
Et donc, c'est ça qu'il faut faire, concevoir des programmes aux besoins des détenus. Ce que je peux rajouter là-dessus, Mme Perrault, c'est qu'il y a un seul programme au Québec qui est commun à tous les établissements, c'est le programme Parcours. Parce que chaque établissement a ses propres programmes, ça se ressemble un petit peu, mais parfois c'est très différent. La clientèle à Montréal n'est pas la même qu'à Saint-Jérôme, où là on a une population autochtone importante. Donc, les programmes vont varier en fonction des besoins des différentes clientèles. Et donc, ce que M. Rangel disait, c'est tout à fait vrai. Et de là, l'importance du point de vue du contribuable, c'est de dire, si vous fournissez des programmes et que les gens choisissent librement et que ces programmes-là ne donnent rien, vous n'êtes pas justifié de mettre ces sommes-là dans ces programmes-là. Vous êtes mieux de les mettre en santé, en éducation, ailleurs. Donc, ces programmes-là ont besoin d'être justifiés. Et nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est que le ciblage via un outil comme le LSCMI donne de très bons résultats. Et encore une fois, moi, pour vous dire, l'ouverture du ministère de la Sécurité publique, ça fait 2 fois qu'on assiste à des audiences avec la permission des détenus sur des demandes de libération conditionnelle. Et ce que je peux vous dire, c'est que le Airbag 2 ou le LSCMI est un élément qui est pris en considération lorsqu'on accorde ou non des libérations. Alors, ce n'est pas juste un outil statistique, c'est un outil décisionnel qui pèse très lourd. Un individu qui a un score de 35, peu importe son comportement, son plan de sortie, peu importe ce qu'il a fait, il a un score de 35, il n'obtiendra pas sa libération conditionnelle. Donc, c'est important, ces outils-là, à la fois pour cibler, comme M. Rangel disait, et surtout éviter de gaspiller, entre guillemets, l'argent des contribuables dans des programmes qui ne donnent rien ou qui ne sont pas ciblés sur les bonnes clientèles. À partir du moment où vous ciblez bien et que vos programmes donnent des effets importants, vous êtes d'autant plus justifié d'en demander plus, des sommes. Mais si vos programmes ne donnent rien ou sont mal ciblés, ben là, vous ouvrez la porte à la critique. Il est déjà 11h29. J'aurais préféré avoir une autre demi-heure parce qu'il y a beaucoup de questions. Chose certaine, je pense que ça ouvre un débat qu'on devra maintenir en vie si c'est dans le bulletin de la Chambre ou dans une autre rencontre, parce que ça soulève aussi la question des études, l'accès aux études postsecondaires, qui manifestement ont été très utiles dans le cas de M. Benson et M. Bricout. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'évidemment, on n'a pas évalué, mais ça a des impacts fort positifs. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'accessibilité pure? Donc, augmenter l'accessibilité, est-ce qu'on ajoute, par exemple, une offre en ligne? Ce sont des discussions qui ont cours actuellement qui permettraient peut-être de réduire les coûts du point de vue du contribuable, mais de favoriser un paradigme plus grand d'accès à l'éducation. Donc, vous voyez qu'on ne peut clore cette discussion-là. Je vais le faire, par contre, en vous remerciant infiniment de votre participation. C'est riche, c'est évidemment toute la communauté se rallie, puis on constate encore une fois que les préoccupations sont les mêmes. Je remercie aussi les témoignages de M. Benson et M. Bricout pour leur authenticité et leur générosité, je dirais. C'est utile, c'est pertinent, c'est fréquemment... on est remercié pour ces témoignages-là. Donc, je vous remercie. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci, participants. Au revoir. Au revoir.